va passer quand même en revue toute une série de points. On va évidemment parler des origines de la méthode, hein, comment cette technique et qui a mis au point cette technique, comment elle est arrivée et qui l'a mis au point. On va parler de la notion de schéma qui est centrale dans cette thérapie. Comment se développent les schémas, l'origine des schémas, euh, quelle classification on peut en faire. Et là, on va parler d'une deuxième notion essentielle en thérapie des schémas, que sont les besoins. Ce qu'on appelle les styles adaptatifs, c'est en gros les façons qu'on a pour essayer de limiter le problème lié au schéma, hein, pour réagir, pour agir face au schéma. Les modes, qui est une autre façon de voir tout ce qu'on a vu avant, qui est une façon complémentaire. Ça sera pour la matinée, on va passer en revue ces différents points. Et puis après, pour la deuxième partie de la matinée, l'aspect plus pratique, c'est comment on pose un diagnostic. Bon, là, je serai quand même je serai quand même assez rapide sur cette notion-là. Et puis le trio de techniques complémentaires qu'on utilise, techniques cognitives, émotionnelles, comportementales, les techniques émotionnelles étant les plus originales et les plus thérapeutiques. Et puis un mot sur la relation thérapeutique qui est une grande préoccupation en schémathérapie qu'on utilise de différentes manières. Et ça, je passerai un petit peu en revue les éléments essentiels aussi. La notion de schéma existait déjà avant lui, hein, en TCC, et on pouvait la définir comme une sorte euh, de grand principe de compréhension des événements. Je résume un peu. On avait donc un ensemble d'explications sur les choses, sur le monde, sur les relations, et on appelait ça un schéma. Jung reprend cette idée d'un grand principe organisateur qui a pour but donc d'expliquer des expériences vécues par l'individu. Donc le schéma sous-entend quand même qu'il est important, qu'il est assez central dans le vécu de la personne et qu'il est quelque part très ancien et donc assez enraciné. Donc là, on est dans quelque chose qui est très proche de la définition auparavant. Il va ajouter toute une série de notions et notamment, il va associer la notion de besoin à ça. Donc un schéma, continue-t-il, se construit précocement. On parle d'expérience de l'enfance, de l'adolescence, voire quand même de plus en plus, on se dit qu'il peut y avoir des schémas au début de la vie de l'âge adulte, hein, mais la plupart quand même s'enracinent très précocement, ou en tout cas, ceux qui commencent précocement sont quand même beaucoup plus installés. C'est enrichi tout au long des expériences de vie. Donc il y a aussi ce que nous vivons va venir renforcer quelque part cette compréhension du monde que l'on a acquis très tôt, cette sorte d'explication de ce qui nous arrive. On pourrait dire qu'un schéma, c'est un peu l'explication de ce qui nous arrive. Je vais prendre un exemple et anticiper un peu, mais pour bien me faire comprendre. Si petit, j'ai eu des parents qui n'étaient pas disponibles, qui par exemple travaillaient beaucoup, s'occupaient pas de moi, mais je peux développer l'idée en fait que je suis pas très intéressant. Là, on a un schéma qui pourrait apparaître. Je suis pas très intéressant. Il se construit très tôt. Il est assez inconscient. Et à chaque fois que je vais revivre une expérience dans laquelle je vais avoir l'impression de ne pas être important, eh bien, ce schéma va prendre à chaque fois un renforcement, hein, va se retrouver de plus en plus enraciné jusqu'à devenir potentiellement extrêmement envahissant et donc devenir quelque part le seul principe d'explication ou un principe d'explication majeur dès que je suis confronté à quelque chose. Donc, il se construit très tôt, il est enrichi, il peut être positif ou négatif. Alors, Jeffrey Young a très peu théorisé les schémas précoces adaptés. Il dit il y a des schémas précoces qui sont fonctionnels, mais il ne cite pas lesquels. Alors ça pourrait être une piste très intéressante justement pour la suite de la schémathérapie. Lui, il s'est essentiellement intéressé aux schémas précoces inadaptés, c'est-à-dire à ceux qui étaient potentiellement négatifs dans la vie de la personne, hein. Donc il peut être positif ou négatif et donc adapté ou inadapté. Généralement, un schéma a été adapté au moment de sa création. C'est par la suite qu'il devient inadapté. L'apparition d'un schéma dans notre existence, c'est la combinaison de trois éléments. Il y a le tempérament, c'est-à-dire qu'on pourrait définir par l'aspect hérité de notre personnalité, de l'aspect inné.
avec par exemple des différences de sérotonine, des taux de sérotonine très différents d'une personne à l'autre. C'est l'environnement, et donc essentiellement les adultes que nous allons rencontrer, les parents, mais pas uniquement. On verra que les enseignants sont parfois à l'origine aussi de beaucoup de schémas. La fratrie aussi peut être à l'origine de schémas, ou les pères à l'école aussi peuvent être concernés, et l'idée aussi d'un rapport aux besoins. Voilà, donc ça, c'est 3 points. Je vais les aborder brièvement. Le tempérament, donc, c'est nos prédispositions, c'est le profil émotionnel qu'on a à la naissance. Alors, vous êtes peut-être parent. L'exemple typique qu'on donne, c'est si vous avez 2 enfants, il y en a un qui dort dans les fêtes de famille sur 2 chaises, à côté de la sono, et puis il y en a un, si il fait un peu trop chaud dans sa chambre, il pleure. Si vous lui quittez pendant 2 minutes, il panique. Et il y en a un autre, il peut partir pendant, il peut aller dormir très tôt chez les grands-parents. Voilà. Donc il y a des différences entre les enfants que les parents observent. Ce sont donc des différences qui apparaissent très tôt, qu'on peut appeler des différences de tempérament. Alors on mesure le tempérament sur cette dimension en thérapie des schémas. Ça, c'est beaucoup moins important de retenir. Euh, voilà, je les laisse quelques minutes ici. Ça intéresse au niveau clinique, mais c'est très spécifique, donc je pense que je peux gagner un peu de temps là-dessus. Euh, Ce tempérament, quand même, ben, il est important parce qu'il va pouvoir soit minimiser des problèmes qui vont arriver par la suite, ou au contraire, ils vont les aggraver. Euh, Si j'ai quelque part peu de besoins affectifs, je suis un enfant qui naît avec peu de besoins affectifs, dans une famille qui dispense très peu d'affection, mais ça peut être OK pour moi. Si par contre je suis un enfant avec de très grands besoins affectifs et que je nais dans une famille avec très peu d'affection, là à ce moment-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc le tempérament aussi, euh, c'est pas juste un état des lieux de comment on est à la naissance, c'est aussi quelque chose qui va soit nous armer ou nous désarmer face aux expériences qui vont nous arriver plus tard. J'aime beaucoup toujours citer cet exemple de 2 sœurs qui sont très proches, qui sont 2 comédiennes, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Et Françoise d'Orléac qui est décédée très très jeune. Catherine Deneuve, dans un livre sur sa sœur, disait on a eu des parents qui étaient très aimants, et des parents vraiment qui étaient très très attentifs, qui étaient très sympathiques. Enfin, voilà, ils ont donné beaucoup d'amour. Moi, c'était OK, mais ma sœur, elle n'en avait jamais assez. Il fallait toujours plus, et elle était toujours à demander: «Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes?» et cetera. Et d'après Catherine Deneuve, elle dit: «Toute sa vie, en fait, ma sœur a recherché l'assurance de cet amour qui pour elle était toujours incertain». Donc là, pour moi, on a une belle illustration du tempérament, c'est-à-dire que Catherine Deneuve, côté tempérament, dit: «OK, moi, mes besoins étaient remplis». Mais à éducation équivalente, à parents équivalents, puisque je crois qu'il y a que 2 ans entre les deux, ben pour ma sœur, c'était pas OK, quoi, c'était insuffisant. Donc le diagnostic, c'est le point que j'allais aborder, je vais quand même les aborder rapidement. Mais ça consiste en quoi? Ça consiste à découvrir quels sont les schémas, quels sont les souvenirs liés qu'il faudra travailler, quels sont les modes. Donc tout ce que et quels sont donc tous les 10 modes, on va faire un diagnostic là-dessus. Les techniques cognitives, c'est bien comprendre ce fonctionnement, c'est-à-dire que le patient va être invité à prendre conscience que, par exemple, quand il a envie de pleurer le soir parce que personne ne prend de ses nouvelles, c'est l'enfant vulnérable, que le lendemain, quand il se dit: «Bon allez, tu es pas condamné dans la vie, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un», c'est le mode adulte. Quand il se dit: «Ouais, j'ai envie de sortir à cette fête, rencontrer des gens, mais en même temps, on va me juger», c'est le mode évitant. Donc les techniques cognitives vont l'aider à prendre conscience de ce qui se passe. Mais ça ne va pas suffire. Il va falloir passer aux techniques émotionnelles, et ça, c'est le travail sur les 10 modes que j'ai cités: le reparentage, l'expression de l'enfant en colère, et cetera. Et puis, on va faire des techniques comportementales pour, quelque part, développer de nouvelles choses, parce que quelqu'un qui s'est, par exemple, sacrifié pour les autres toute sa vie, même le jour où il n'a plus envie de le faire,
mais il ne sait pas ce qu'il faut faire nécessairement. Donc on va développer de nouveaux comportements adaptés à sa nouvelle situation.